Bonjour, aujourd'hui nous vous montrons les bases de Google Classroom. Tout d'abord, vous allez apprendre dans cette capsule à vous connecter, à créer un cours. On va faire un tour rapide de Google Classroom. On va paramétrer le cours ainsi que Classroom en général pour pouvoir ensuite inviter des élèves puis publier vos premiers messages dans le flux. Alors tout d'abord, il faut aller rejoindre le site Google pour pouvoir se connecter. À la commission scolaire de Laval, on est chanceux parce qu'on a un domaine associé à notre BV, à notre bureau virtuel. Donc, si je clique sur « Connexion », je peux utiliser le même compte que la CS. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez reprendre votre utilisateur de BV. Là. Par exemple, moi, c'est mogendron@cslaval.qc.ca. Puis, j'utilise le même mot de passe que si je me connectais au BV. Donc, c'est la même chose. Donc, vous le voyez ici, on est redirigé au domaine de la commission scolaire. Alors, je me connecte. Et là, j'ai accès à tous les outils offerts par Google. Ce qui veut dire, si je regarde ici dans les tuiles, le lanceur d'applications plutôt, je vois que j'ai toutes mes applications Google, puis j'en ai même plus sur le Marketplace. Donc, moi, celle qui m'intéresse, c'est Google Classroom pour aujourd'hui. Si jamais elle apparaît pas dans les premières tuiles, moi, c'est parce que je l'utilise souvent. Donc, vous avez juste à descendre. Puis ça se peut que ça arrive aussi à vos élèves. Et vous cliquez sur plus d'applications sur le Marketplace, puis vous allez le trouver à cet endroit-là. Donc, je clique sur Google Classroom et ça me redirige sur la page générale de Classroom. Donc, ce que vous voyez ici, ce sont différents cours que j'ai créés pour mes élèves ou pour les formations plutôt, là, en ce qui me concerne. Donc, les gens ont accès à ces différents cours-là. Par exemple, ça ici, c'était une formation. Si je clique dessus, ben, on voit déjà un premier tour d'horizon. Okay? Il y a le nom du cours qui est ici. Il y a le code du cours qui apparaît juste en dessous que je peux faire afficher en plus grand. Donc, chaque cours est identifié à l'aide d'un code spécifique. Ensuite, j'ai 4 onglets en haut qui m'intéressent. Donc, j'ai le flux. Le flux, c'est à cet endroit-là où je vais partager des informations générales, des annonces générales ou est-ce que je vais pouvoir échanger également avec mes élèves parce que les élèves vont pouvoir répondre à mes commentaires, à mes publications. Il y a l'autre section travaux et devoirs qu'on va voir davantage dans une prochaine vidéo. Donc, c'est à cet endroit-là que je vais pouvoir organiser sous différents thèmes. Considérez les thèmes comme des dossiers. Donc, ou par exemple, des sections dans un cartable. Si vous enseignez le français, par exemple, les sections dans votre cartable pourraient être lecture, écriture, communication orale, grammaire ou projet roman, peu importe. C'est le même principe. En mathématiques, par exemple, ça pourrait être différents modules. Au primaire, ça pourrait tout simplement être les différentes matières. Donc, on peut venir organiser nos activités, nos documents dans sous ces différentes thématiques-là. Donc, les élèves, c'est à cet endroit-ci qu'ils vont avoir accès à tous les travaux, à tous les devoirs, aux documentations, etc. Mais comme j'ai dit, on va faire un tour beaucoup plus pointu là, dans les prochaines vidéos. Dans la section personnes, c'est ici que je vais pouvoir inviter des élèves et je vais pouvoir aussi inviter leurs tuteurs légaux. Donc, les parents ou les tuteurs là, vont pouvoir recevoir des comptes rendus chaque semaine ou aux 2 semaines de ce qui a été fait comme devoir, de ce qui n'a pas été fait, de ce qui s'en vient également. Vous pouvez également ajouter des enseignants. Donc, les enseignants, c'est intéressant des fois juste de voir qu'est-ce que les autres profs font. Comme ça nous donne des idées de publication, des idées de travaux, des idées pour comment fonctionner, comment approcher Google Classroom. Puis aussi, quand on partage un même groupe, c'est intéressant. Donc, il pourrait y avoir plusieurs enseignants dans le même groupe. Puis finalement, il y a l'onglet notes. Donc, c'est un tableau où est-ce que justement toutes les notes de travaux que vous allez avoir évaluées, bien, elles sont compilées à cet endroit-là. Donc, ça vous donne un aperçu. Donc, vous voyez ici que ça, c'était un devoir qui n'était pas qui n'était pas noté. Il a été remis par l'élève, mais ici, on voit que l'autre élève l'a pas remis. Donc, juste en un premier coup d'œil, on voit qui a remis, qui a remis en retard, même qui n'a tout simplement pas remis, et les notes. Donc, ça fait quand même un bref aperçu de ce que c'est que Classroom.
Si je veux revenir à tous mes groupes, je clique sur les 3 lignes en haut à gauche. Et là, vous voyez, je peux tout simplement aller vers un autre cours ou je peux revenir à tous mes cours en cliquant en haut à gauche. Donc là, ce qui m'intéresse, c'est de créer mon premier cours. Donc, pour créer un cours, je clique sur le plus en haut à droite. Et là, j'ai le choix de rejoindre un cours ou créer un cours. À la Commission scolaire de Laval, seulement les profs ont un accès pour créer des cours. Les élèves vont pouvoir uniquement rejoindre un cours. Donc, je vais créer un cours. Et là, je vais donner le nom de mon cours. Si vous êtes au primaire, ça peut tout simplement être la classe de Madame Mélissa, par exemple. Moi, par exemple, j'étais prof de français, donc je vais écrire français. Je vais écrire français. Et la section, je vais écrire mon groupe, par exemple, qui est groupe 00. Il faut faire attention au secondaire parce que si vous êtes plusieurs profs là, à utiliser le nom du cours groupe 00, les élèves se retrouvent avec plein de tuiles de cours qui portent le même nom, donc ça devient un peu mélangeant pour eux. C'est pour ça que pour le nom du cours, je suggérerais davantage d'utiliser le nom de la matière, puis après ça, dans section, écrire le numéro du groupe. Pour objet et salle, c'est pas nécessaire d'écrire quoi que ce soit. Si jamais vous décidez de changer d'idée puis de l'écrire, vous pouvez toujours aller le modifier par la suite, mais ça ne sert pas vraiment à grand-chose. Alors, je vais créer mon cours. Ça prend quelques secondes à faire. Alors, mon cours est créé. Donc, j'ai un premier canevas de cours, si on veut. Ici, c'est sûr que c'est toujours paramétrable. Sélectionnez le thème. Vous pouvez changer la photo ici derrière en allant choisir un thème différent. Ou sinon, vous pouvez importer vous-même votre propre photo. Donc, première chose qu'on va faire à ce moment-ci, ça va être de venir paramétrer les cours. Donc, si vous cliquez sur la roue dentée en haut à droite, vous voyez les informations sur le cours. Je vous disais que vous pouvez les modifier. Donc, vous pourriez aussi ajouter une description du cours, quoique ce n'est pas tant nécessaire. Vous avez votre code de cours. Ici, il y a une chose que je modifierais, c'est pour le flux. Non, excusez, c'est pas à cet endroit-là, mais ça sera à vous de voir. Donc ici, dans le flux, les élèves peuvent publier des posts et des commentaires. On le voit pas, là, mais les élèves peuvent uniquement ajouter des commentaires ou seuls les enseignants peuvent publier des posts et des commentaires. Donc, la différence entre les trois, c'est que dans le flux, dans le fond, si on choisit, les élèves peuvent uniquement ajouter des commentaires, c'est qu'ils ne pourront pas initier une nouvelle publication. Généralement, c'est intéressant parce que si les élèves ont un message à faire au reste de la classe ou quoi que ce soit, ils peuvent publier des nouvelles publications, mais ça sera à vous de voir. Là. Moi, je vais le laisser comme ça pour la suite. Ce qui est important de changer, selon moi, ici, c'est travaux et devoirs sur le flux. Donc, afficher les notifications réduites. Moi, j'aime bien masquer les notifications dans le flux, tout simplement parce que ce qui arrive, c'est que les élèves ne vont plus voir dans la section travaux et devoirs. Ils ne vont plus voir dans travaux et devoirs, puis ça fait en sorte qu'ils ont seulement comme un aperçu minimisé de ce qui est le devoir, puis ils n'ont pas accès aux documents. Donc, souvent, les questions que j'avais quand je masquais pas les notifications dans le flux, c'est que les élèves me disaient « Madame, où est-ce qu'il est le document qu'il faut que je complète? » Puis là, je leur disais « Mais il faut que tu ailles dans la section travaux et devoirs. » Donc, en masquant les notifications, je m'évitais un casse-tête, puis les notifications surchargeaient beaucoup le flux, puis mes annonces que je voulais réellement publier dans le flux, elles se perdaient à travers les notifications. Donc, je suggère de masquer les notifications. Puis, à la limite, si vous voulez avertir les élèves qu'il y a un travail, qu'ils reçoivent un courriel, là, eux, ils reçoivent une notification via leur application. Vous pouvez toujours leur faire une annonce. N'oubliez pas, les élèves, d'aller voir le travail en lecture ou peu importe. Donc, pour le reste, on n'a pas besoin de toucher à rien. Je vais enregistrer ici. Donc, à cet endroit-ci, ici, vous voyez qu'on est dans le flux. Donc, c'est ici que je vais pouvoir faire une publication pour mes élèves. Donc, avant même d'inviter les élèves, je vais peut-être leur publier quelque chose. Donc, en cliquant juste ici,
Vous voyez que je peux, puis c'est toujours le même principe, OK? Google Classroom garde toujours la même structure pour les publications de messages ou de devoirs. Donc, je peux toujours cliquer sur « Pour » et je pourrais choisir tous les groupes dans lesquels je veux publier cette annonce-là. Donc, je pourrais, admettons que j'ai 4 groupes, ben, je pourrais envoyer le même message aux 4 groupes à partir d'un seul de mes groupes en procédant de cette façon-là. Je pourrais aussi, à l'intérieur d'un seul groupe, le groupe dans lequel je me trouve en ce moment, aller choisir, là, j'ai pas d'élèves, mais je pourrais aller choisir quel élève, à quel élève, pardon, j'envoie ce message-là. Donc, je pourrais, sur mes 32 élèves, choisir 5 élèves, puis c'est seulement ces 5 élèves-là qui vont recevoir le message, les autres ne le recevront pas. Donc, j'envoie mon message aux élèves, puis là, vous allez remarquer, ben, vous n'allez pas le remarquer, mais probablement qu'éventuellement, oui, c'est que vous ne pouvez pas juste envoyer une pièce jointe ou envoyer un lien. Il faut absolument qu'il y ait un message, OK? Donc, si on vous dit à un moment donné, impossible d'envoyer votre publication, bien, généralement, c'est parce qu'il n'y a pas de message d'écrit. Donc, vous pourriez écrire votre message à tous vos élèves. Bonjour les élèves. Vous leur expliquez pourquoi vous voulez utiliser, pourquoi Classroom, à quoi ça sert, à quoi ça servira plutôt, etc. Donc, vous faites votre message. Et là, je peux venir ajouter. Je peux venir ajouter à partir de mon Google Drive. Dans une autre section du site web, là, vous avez plus d'informations sur l'utilisation du Google Drive. Donc, comment utiliser, je pourrais joindre un fichier à partir de Google Drive. Je pourrais mettre un lien Internet. Je pourrais télécharger un fichier à partir de mon ordinateur aussi. Ou je pourrais intégrer une vidéo YouTube. Donc, puis tout ça, c'est pas juste un fichier. Là, vous pourriez mettre plusieurs fichiers Drive, plusieurs liens, plusieurs fichiers, plusieurs vidéos. Donc, il n'y a pas réellement de limite. En tout cas, je n'ai jamais atteint la limite de documents que je pouvais joindre à une publication ou à un devoir par le fait même. Donc, par exemple, si je viens ajouter un document Drive, dès le départ, on me suggère les documents récents là, que j'ai utilisés. Sinon, je peux aller dans mon Drive à moi. Alors, ce sont tous mes documents avec mes dossiers. Ou je pourrais aller dans mon Drive partagé. Ça aussi, il y a plus d'informations dans la section Google de télétravail du site web. Donc, si je vais sur mon Drive, par exemple, je vais juste choisir celui-ci. Oups. Ah, je suis allée trop vite. Ah non, je l'ai ouvert. Alors, vous voyez que mon document est juste ici. Les élèves vont pouvoir juste écrire dessus. Une petite erreur ici, une coquille, mais c'est pas grave. Et là, si je clique sur la flèche pour le publier, au lieu de publier, je vais cliquer sur la flèche à droite. Donc, je peux l'enregistrer comme brouillon, fait que je le laisse en suspens, ou je pourrais le programmer également. Donc, en le programmant, je pourrais dire, par exemple, moi, je veux juste qu'il soit publié lundi la semaine prochaine. Oups. Ah, c'est ça, c'est le 31. À 8 h le matin, ou peu importe, là, à 8 h 30 le matin. Et là, je le programme. Et à 8 h 30, lundi matin, mon annonce va être envoyée à tous les élèves. Là, pour l'instant, je vais le publier, tout simplement. Donc, ma publication est en cours. Et on voit que mon message apparaît ici. Les élèves vont pouvoir ajouter des commentaires et moi, je vais pouvoir leur répondre également. Admettons que je veux effacer mon message parce que je me suis trompée ou je veux le modifier. Il y a toujours moyen en cliquant sur les 3 petits points en haut à droite. Je peux le modifier, je peux le supprimer. Donc, c'est les 2 options qui sont intéressantes. Ce qui me reste à faire, c'est d'envoyer l'invitation à mes élèves. Donc, je clique sur l'onglet « Personne » et j'ai 2 façons de procéder. Donc, c'est soit que je copie-colle ce code de cours. Donc, ce code de cours va servir à l'élève pour venir rejoindre mon cours. Donc, je pourrais, puis c'est ce que je suggère en fait, selon les circonstances actuelles. Donc, ce serait de copier ce code de cours-là et de l'envoyer par courriel ensuite à tous les élèves d'un même groupe. Donc, sur le site web, il y a également un procédurier là, pour envoyer assez rapidement un courriel à tous nos élèves en même temps.
Donc, en plus, dans ce courriel-là, on pourrait ajouter les informations de comment je me connecte à mon compte Google, comment je rejoins mon cours. Vous pourriez ajouter des indications de, tu sais, qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir utiliser Classroom, de quelle façon, ou les règles générales d'utilisation de Classroom. Bref, je suggère de passer par le code de cours. Sinon, l'autre option, c'est d'ajouter, en cliquant ici à droite, c'est d'ajouter les adresses courriel de chaque élève pour leur envoyer l'invitation. Il faut, puis là, c'est les adresses courriel de la commission scolaire. Donc, c'est le numéro de fiche de l'élève @cslaval.qc.ca. Et la seule chose, c'est que c'est vraiment, c'est un courriel très générique là, qui est envoyé aux élèves. Ça se pourrait que les élèves comprennent pas trop ce qu'on leur demande de faire et puis qu'ils fassent juste refuser l'invitation, là. Bref, en ce moment, je ne suggérerais pas de passer par cette façon-là. Alors, si je reviens, je vais juste vous montrer comment l'élève va rejoindre, dans le fond, son Classroom. En cliquant sur les 3 lignes, je reviens à mon menu principal du cours ici en haut, de tous les cours en fait. Et c'est en cliquant sur le plus en haut à droite, l'élève va cliquer sur « Rejoindre un cours » et c'est à cet endroit-là qu'il va pouvoir entrer le code du cours et automatiquement, il va rejoindre le cours, par exemple ici de français. Il va arriver à cet endroit, à cette page-ci sur le flux avec votre premier message. Alors, c'est comme ça que ça fonctionne. Dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer davantage comment utiliser la section travaux et devoirs pour publier de la documentation, des devoirs, puis aussi comment pouvoir faire le suivi là, de ces devoirs-là, pardon.